Immersion dans un monde secret. Peu l'ont exploré. Pour la première fois, des relevés scientifiques sont effectués dans le lagon de Saint-Brandon. Ce sont des membres de l'équipage du Tara qui mouillent au large. Nous sommes en 2010, au cours de l'expédition Tara Océan, la 8e du navire scientifique. Un tour du monde de 3 ans pour permettre à la Fondation Tara Océan de mieux comprendre les effets du réchauffement climatique sur les systèmes planctoniques et coralliens. Une semaine que Tara n'avait pas vu la Terre, et voilà enfin la silhouette de Saint-Brandon, un archipel corallien perdu en mer, à 500 km au nord-est de l'île Maurice. Pendant les 10 prochains jours, Saint-Brandon accueillera la 2e expédition de Tara consacrée au corail. Mais les soubresauts du volcan islandais ont retardé l'équipe des plongeurs. Une aubaine pour s'offrir une petite visite de l'île du Sud, le premier mouillage de Tara. On se sent un petit peu privilégié d'être ici quand même, un petit peu privilégié déjà de pouvoir contempler tout ça. Il y a des oiseaux partout, c'est vraiment un paradis, paradis de la nature. Et puis voilà, d'être aussi arrivé jusqu'ici, après les Maldives, avoir passé l'équateur, première escale en hémisphère sud, eh ben bravo, c'était bien joué ça. Saint-Brandon est un exceptionnel sanctuaire, l'un des rares endroits de l'océan Indien où la nature a encore tous ses droits. Voilà, pour les oiseaux, ça ce sont les macaques. À l'accueil et à la visite, Armand Chevreau, l'administrateur de l'archipel. À Saint-Brandon, l'activité humaine se limite à la pêche. Poissons et poulpes séchés font le délice des clients de l'île Maurice. C'est un poisson que vous pouvez conserver pendant 1 an, si vous voulez, dans le frigidaire. Délibérément à l'écart du tourisme, le récif de Saint-Brandon n'est visité que par de rares plaisanciers mauriciens, soumis à une autorisation spéciale. L'expédition Tara Océan s'offre un rendez-vous unique avec la nature, sans doute le plus beau depuis le début du long voyage autour de la planète. Saint-Brandon, un archipel qui fait de la République de Maurice un État-océan. En 2010, c'était l'un des 102 sites explorés par le Tara, qui devait, après des dizaines de plongées, mettre le cap vers Port-Louis. Le 7 mai 2010, nous rencontrons des scientifiques explorateurs. Les experts en génomique, en imagerie quantitative, en biogéochimie ou encore en océanographie et bioinformatique. La mission du Tara, interdisciplinaire et révolutionnaire. Je m'appelle Roxane Boonstra et je travaille comme étudiant à l'Université de Miami aux États-Unis en Floride. Je travaille avec la symbiose des algues et des coraux et pour voir les changements et les impacts climatiques sur cette symbiose. Je suis David Ogburin de Cordio, East Africa. Nous sommes un ONG basé à Kenya et nous faisons les études des récifs de corail dans l'océan Inde. Je m'appelle Francesca Benzoni, je suis chercheuse à l'Université di Milan Bicocca en Italie et je m'occupe surtout de l'étude de la biodiversité des coraux tropicaux de l'Indo-Pacifique. Donc mon approche est multidisciplinaire et donc je rajoute les techniques de la morphologie traditionnelle avec les observations en plongée et des outils moléculaires et microstructurels, c'est-à-dire de très petits détails de squelettes qui nous donnent des informations sur les aspects spécifiques des coraux. Je m'appelle Aldina Miel, je suis scientifique également à bord
du Tara, je suis biologiste et en fait je suis chargée d'imagerie à bord du Tara et je suis ici pour imager un maximum de biodiversité croisée par le bateau au cours des différents legs et plus spécifiquement ici pour le lac Corail, chargée d'imager la biodiversité corallienne et la collection récoltée par les plongeurs. Donc je m'appelle Colomban de Vargas, je suis né en Suisse et je suis suisse mais je travaille en France, en Bretagne. Et depuis, j'ai fait ma carrière de scientifique sur l'étude du plancton marin, du plancton océanique. Trouver des espaces qui se trouvent à Brandon, qui ne se trouvent plus ici à Maurice. Et pour moi, c'est intéressant de voir quelles sont les espèces des algues qu'on appelle des zooxanthelles, là à Saint-Brandon, c'est pour ça qu'on trouve les coraux là et pas ici. Alors je fais des échantillons, je vais les ramener chez moi au laboratoire à Miami pour voir et essayer d'identifier ces algues. On a du mal à notre niveau parfois d'imaginer comment est-ce que Saint-Brandon peut intéresser un laboratoire à Miami. Donc comment ça vous est venu de vouloir étudier Saint-Brandon et qu'est-ce qui est particulier à Saint-Brandon? En effet, toute l'expédition des Tara, c'est pour trouver des endroits uniques. Et Saint-Brandon, c'est très spécial dans le cas où on ne trouve pas beaucoup de pollution, il n'y a pas de touristes qui viennent là, on ne trouve pas beaucoup de gens qui font du scuba là. Alors c'est assez unique et pour ça, cette raison-là, on essaie vraiment d'aller échantillonner là pour comprendre exactement les effets du changement de climat. 2 fois par jour, on fait des plongées et on fait des échantillons dans 1 heure, 80 minutes peut-être. Et sinon, de façon générale, l'expérience de vivre à bord du Tara et de voyager, de découvrir des choses uniques, comme vous dites, vous êtes étudiant dans ce domaine, c'est fascinant, j'imagine. Ouais, c'est fantastique, surtout avec les marins et les autres scientifiques. Ça nous donne vraiment l'opportunité de s'introduire et de faire des connexions avec les autres scientifiques. Bon, je suis à bord le Tara parce que mon travail c'est sur les coraux de l'océan Inde et j'ai fait des études dans plusieurs endroits, au Kenya, Tanzanie, Mozambique, à Seychelles, beaucoup des îles, à Madagascar. Et alors j'ai une grande base de données sur les espèces de coraux dans la région. Et alors, puisque le Tara visite des endroits très isolés, c'est très difficile à y aller, c'était une opportunité pour moi d'avoir des données d'un endroit comme Saint-Brandon. Les espèces de coraux à Saint-Brandon sont les espèces de l'océan Inde, mais il y a des différences très intéressantes. Il y a des espèces que je croyais trouver là, on n'a pas vu du tout. C'est peut-être parce que c'est un très petit île, un très petit endroit, alors il y a des espèces qui n'arrivent pas. Et aussi il y a des espèces qui sont là, mais pas dans notre partie. Par exemple, il y a une espèce qui manque ici à Maurice maintenant, qui était ici avant, et c'est très commun à Saint-Brandon. Alors, c'est un peu difficile à expliquer pourquoi, mais c'est intéressant. Cette espèce, c'est une espèce opportunistique et qui a du mal à récupérer quand il y a beaucoup d'impact. Alors ici à Maurice, avec la pollution et le blanchissement des coraux, pendant 10 ans, ça a disparu. Mais à Saint-Brandon, il y a beaucoup. Et Saint-Brandon, il y a toujours les impacts du changement climatique, on a vu ça, mais il n'y a pas des autres impacts de l'homme. La pêche est très bien gérée, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de construction, alors les récifs sont en très bon état.
Et cette espèce, Stylophora, elle s'appelle, se trouve là-bas. Et selon vos observations, vos bases de données, et ce que vous avez pu observer à Saint-Brandon, quel est l'état de nos coraux dans cette région? Est-ce qu'on est vraiment affecté par le changement climatique, par le phénomène du blanchissement? Bon, moi, c'est ce que j'étudie plus qu'autre chose, c'est le blanchissement des coraux et les impacts du changement climatique. Et depuis en 1998, dans tout l'océan Inde, on a eu un très grand impact. Cette année aussi, il y avait du blanchissement. C'était une année moyenne pour le chauffement de l'eau. Alors, quand on est allé à Saint-Brandon, on a vu un peu de blanchissement des coraux, mais pas trop. Et je crois que déjà le vent est très fort, la température de l'eau se baisse dans cette saison. Alors, il n'y aura pas un grand impact cette année de blanchissement. Mais nous croyons, de ce qu'on a vu, il y a des endroits avec très peu de coraux. Et peut-être ils ont blanchi, peut-être en 98, peut-être en 2002, 2005. Alors il y a les impacts du changement climatique sont partout dans le monde. On ne peut pas les échapper au moment. Quelle est l'importance des îles de Saint-Brandon par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, au niveau océan, au niveau des coraux, changement climatique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux protéger Saint-Brandon peut-être? L'importance de Saint-Brandon à deux niveaux. Au niveau de Maurice, je crois que c'est très important, comme c'est des récifs qui sont en très bon état. Alors la diversité et la biodiversité est très importante de le protéger, de le maintenir. Mais aussi, on a vu que la pêche à Saint-Brandon, les poissons viennent ici à Maurice. Alors les Mauriciens bénéficient de Saint-Brandon avec les poissons, avec la pêche. Et quand c'est très bien géré, comme il est, c'est une ressource très importante pour le pays, comme ça. Au niveau mondial, au niveau de l'océan Inde, ce qu'on a peur avec le changement climatique, c'est que les récifs vont être de moins en moins communs, les récifs en bon état. Alors c'est comme une fragmentation de l'écosystème au niveau de l'océan. Alors les endroits comme Saint-Brandon sont très importants pour maintenir les connexions entre toutes les îles, toutes les régions dans l'océan, parce que les larves des coraux, des poissons se transportent avec les courants. Et Saint-Brandon, c'est un très important endroit au milieu de l'océan pour les larves. Alors pourquoi c'est important pour vous, qui êtes basé en Italie, d'étudier les coraux d'ici? C'est pas que les coraux d'ici, c'est les coraux en général. Les coraux sont des animaux très importants d'un point de vue écologique parce qu'ils sont les vrais constructeurs des récifs coralliens. Et les récifs coralliens sont très importants pour tout le monde en fait. C'est pas seulement pour Maurice ou pour des gens qui vivent sur les récifs coralliens. C'est vraiment une ressource mondiale qui est en danger. Donc pour nous, c'est intéressant de savoir quel est l'état de santé de ces récifs. Et il y a des collègues à bord qui ont étudié ça. Et mon type d'étude spécifique, c'est de chercher combien d'espèces il y a dans les différents récifs. Et Saint-Brandon, pour nous, c'était un gros point interrogatif parce qu'il s'agit d'un point éloigné, peu étudié, difficile à rejoindre et d'une certaine façon périphérique par rapport au reste des Mascarenes. Et donc c'était très intéressant pour nous de rejeter ce type d'informations, surtout vis-à-vis du fait que Saint-Brandon n'a pas vraiment eu beaucoup d'impact localisé par les activités humaines.
Alors, à première vue, parce que bon, vous avez pris les échantillons, il faut les analyser. À première vue, ça donne quoi là? Vous êtes inquiète? Est-ce que ça confirme les observations précédentes? En fait, il n'y avait pas beaucoup d'observations précédentes sur Saint-Brandon, sauf les observations qu'il y a quelques années a pris notre collègue Ruby Moutien-Pillay. Ça confirme que les récifs pas trop exploités sont toujours en meilleur état que ceux qu'ils ont exploités. C'est pas étonnant d'abord. Mais ça que c'était intéressant de voir, c'est qu'il y a par rapport à les espèces et la composition des communautés coralliennes sous l'eau, il y a des différences entre Maurice et Saint-Brandon. Il y a bien sûr beaucoup de similarités, mais il y a des caractéristiques spécialement spécifiques à Saint-Brandon qui diffèrent de celles de Maurice. Donc quand on parle de récifs de Saint-Brandon, on ne peut pas les regrouper avec les récifs de Maurice. Par exemple, il y a des espèces qu'on trouve là-bas qu'on ne trouve pas ici, des espèces qui ici sont disparues par rapport à des problèmes qu'il y a eu à Maurice et qui vivent très bien, qui fleurissent là-bas. Et donc voilà, on doit s'imaginer que les espèces qui sont arrivées à Maurice et Saint-Brandon sont arrivées par des chemins parfois différents, parfois les mêmes, parfois différents. Et c'est ça que notre collègue David Obira étude pendant la mission. Est-ce que vous pensez que c'est que les coraux qu'on avait ici, mais qui ne sont plus, on retrouve à Saint-Brandon, est-ce qu'on pourra les ramener à Maurice? Bon, voilà, c'est exactement ça que notre collègue Ruby a essayé de faire pendant cette mission, parce qu'elle a une très bonne connaissance des récifs de Maurice, que nous n'avons pas, bien sûr. Et donc, basée sur sa connaissance, elle a dit on peut ramener des boutures de cette espèce qui s'appelle Stylophora pistillata pour faire un repeuplement, pour essayer un repeuplement de récifs à Maurice. Donc, c'était aussi un des résultats de l'expédition. Et pour finir, quelques mots sur la vie à bord du bateau. Donc, vous êtes des scientifiques qui font aussi partie de l'équipage, mais vous venez, vous allez, vous revenez. Comment ça se passe? Ça se passe en façon, c'est quasiment en vie parallèle, on peut dire. Parce que chacun a sa vie à la maison et quand on arrive sur le bateau, vous voyez, c'est en façon de vivre 24 heures sur 24 en travaillant, mais on travaille avec des gens avec qui on vive pour toute la journée. Donc c'est une façon de vivre très différente, il y a des rythmes très pressés. On est là pour le travail bien sûr, mais de temps en temps il faut se éloigner un peu et c'est pour ça qu'après chaque leg, il y a des gens qui embarquent, qui désembarquent, il y a des équipes qui tournent à la fois pour changer le type d'expertise à bord et à la fois parce qu'il faut se reposer aussi. C'est une vie très intéressante, ça donne beaucoup d'informations et c'est enrichant aussi d'un point de vue personnel, mais il faut quand même revenir à la vie réelle de temps en temps. Je suis en train de changer de cabine, alors je vire toutes mes affaires. En fait, à Saint-Brandon, on a en priorité focalisé sur les coraux. Donc là, en fait, vous voyez quelques petits polypes coralliens qui sont en fait les animaux de la colonie du corail. Donc on a différentes espèces, la biodiversité est très grande. Il y en a qui ressemblent à des petites fleurs et les colonies sont assez importantes. Vous en avez aussi de toutes les couleurs, donc celui-ci il est marron, plutôt marron et rose. Donc les polypes en fait se trouvent dans ces petits creux qu'on appelle les corallites. Celles-ci, voilà, les coraux sont très variés au niveau des couleurs. Là on voit très bien en fait, c'est le squelette, c'est pas l'animal lui-même, c'est vraiment une portion du squelette toute dentelée. Et en fait au niveau de la classification des coraux, c'est très important aussi d'imager ces parties-là parce que ça va vraiment servir à affiner les classifications. Et donc j'ai essayé d'imager également la fluorescence du corail, parce qu'un corail peut être fluorescent de par son tissu lui-même ou de par les symbiontes qu'il y a à l'intérieur. Et donc, vous voyez, ça c'est un acropora et ils sont très phosphorescents. Et il y a d'autres espèces également qui sont assez prononcées au niveau de la fluorescence. Donc le répertoire pour les coraux, le support informatique sert à la collection elle-même. Donc ils ont un support physique qui est le corail, la collection récoltée elle-même et le support informatique pour pouvoir diffuser et avoir une sécurité au niveau de la collection.
Et en général, en fait, imager la biodiversité va servir d'empreinte en fait, pour les futures générations. Et je pense que imager la biodiversité avec un côté également artistique peut permettre de peut-être sensibiliser un petit peu plus les gens à la biodiversité en général et en fait leur expliquer pourquoi il est essentiel de protéger tout ça. C'est fascinant de découvrir des nouvelles formes, des nouvelles couleurs, la vie, c'est la vie en général. Et parce que derrière cette biodiversité qu'on a envie de montrer à tout le monde, c'est vraiment de montrer à quel point la vie est importante et belle sur toute la planète. Et donc c'est vrai que c'est un projet qu'on aimerait étendre à la surface du globe, on verra. Là on se focalise vraiment sur les animaux marins. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est de découvrir peut-être à chaque moment, de savoir qu'on peut découvrir des choses nouvelles. C'est vraiment fascinant. Et de se dire qu'on n'a pas encore tout vu. Oui, on n'a pas encore tout vu, on est loin d'avoir tout vu parce que le monde marin est vraiment méconnu, et en particulier les profondeurs. Et c'est vrai que les filets même qu'on a à bord permettent de remonter des animaux assez profonds. Et donc on découvre parfois des larves de poissons assez spectaculaires. Et on a du mal à mettre des noms, mais on a des spécialistes que l'on peut contacter et ils peuvent nous aider à identifier tout cela. Le Tara est une goélette, 120 tonnes, 36 mètres de long pour 10 de large. Une coque en aluminium et un look futuriste imaginé à l'origine par l'explorateur Jean-Louis Etienne. Sa mission est désormais de servir la science. Là, vous appareillez de Maurice pour une deuxième partie de la mission Tara qui est d'étudier spécifiquement le plancton. Alors pourquoi? Voilà, alors un des objectifs de la mission, ça va être d'étudier le plancton à travers toute la planète. Donc là, on va faire un leg entre Maurice et la Réunion. Et l'importance du plancton, c'est qu'il produit en fait plus de la moitié de l'oxygène que nous respirons, est produite par le plancton. Et même, ce qui est encore plus important, c'est que le plancton en fait est un piège à carbone. C'est-à-dire que toute la matière planctonique tombe au fond de l'océan et va faire des réserves, en fait va piéger le carbone atmosphérique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère et le plancton est le premier mécanisme qui enlève le carbone de l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas des écosystèmes terrestres. Donc il faut vraiment comprendre qui sont les organismes qui gèrent ce mécanisme fondamental pour le climat. Et vous nous disiez plutôt que le plancton, on le connaît très mal en fait. Alors voilà, c'est assez paradoxal parce qu'en même temps c'est un mécanisme fondamental pour la régulation du climat et pour tout l'air qu'on respire. Une bouffée d'oxygène sur deux, vous pouvez dire merci le plancton. Par contre, on ne connaît pas du tout encore qui est ce plancton. Et on commence à savoir que dans un litre d'eau de mer, il y aurait un minimum de 10 milliards, je dis bien, entre 10 et 100 milliards de corps, d'organismes, comprenant des virus, des bactéries, des organismes qu'on appelle protistes et des animaux. Il n'y a pas de plantes, mais il y a toutes ces catégories du vivant qui interagissent de façon très complexe, dont il s'agit vraiment de comprendre comment ils fonctionnent, qui ils sont. Alors là, on a équipé le bateau avec des filets à plancton, des pompes. On a une pompe très puissante qui peut ramener beaucoup d'eau de différentes profondeurs. Et on a surtout un système pour filtrer. La difficulté du plancton, c'est qu'il faut filtrer l'eau à différentes mailles, en fait. Et donc on essaye d'étudier le plancton, c'est ça l'originalité du programme, c'est qu'on essaie vraiment de voir tout l'écosystème, c'est-à-dire des virus aux animaux, donc des tout petits organismes aux plus grands. Et on essaie d'avoir pour tous ces écosystèmes, toutes ces dimensions du vivant, beaucoup d'ADN, l'ADN du plancton, l'ARN, et à la fois des organismes. Et puis on va utiliser après au laboratoire des méthodes de séquençage et d'imagerie à haut débit, qui sont utilisées surtout dans le monde biomédical, pour voir en fait de quoi est fait ce plancton, pour comprendre comment cet écosystème marche et combien d'organismes il y a, combien d'espèces, etc. Donc c'est assez fondamental quand même. Les explorations des océans par le Tara n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Le projet est révolutionnaire et occupe encore les laboratoires du monde entier. Les données sont à l'étude. La biodiversité du plancton est désormais moins mystérieuse. Entre 60 et 80% des gènes de bacilles analysés étaient alors inconnus, mais déjà, la nouvelle base de données de micro-organismes permet de mieux comprendre comment le climat est réglé. Une dizaine d'espèces de coraux ont été identifiées notamment aux îles Gambier.
Parmi les richesses de Saint-Brandon, des plages, des oiseaux, du poisson et sous l'eau, une biodiversité insoupçonnée et des mystères scientifiques qui attendent toujours d'être percés.